Bienvenue à votre émission Harmonie familiale, l'émission taillée sur mesure pour toutes les familles. Ici à Harmonie familiale, nous choisissons nos invités pour qu'ils puissent vous édifier par leur témoignage. Et aujourd'hui, nous allons recevoir ici, sur notre plateau, Madame Dianda Rachel, qui a un témoignage poignant pour vous. Je vous invite donc à partager cette vidéo, à liker et aussi à vous abonner. Merci et Harmonie familiale, c'est moi. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Et le missionnaire? Il va bien, il va là. bien. Oui, oui. Ah, bon, c'est un missionnaire, c'est normal qu'il ne soit pas ici avec nous aujourd'hui. Oui, oui. Et nous espérons que vous allez véritablement le représenter. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et tout le monde me connaît pour cela. À chaque fois que je reçois des invités sur mon plateau, la première question que je leur pose, c'est de savoir comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Ok, nous nous sommes rencontrés à l'église. Nous nous sommes connus à l'église. C'est pas lui qui m'a prêché, bien qu'il soit missionnaire. J'étais prêchée par un autre frère et on était dans une autre assemblée. Et ils sont venus, le frère Cass et lui, évangéliser. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Cass. Ils étaient venus évangéliser dans la petite église où je priais. Et c'était où? C'était à Kinshasa, chez nous au Congo. D'accord. Ah, oui. Et ils étaient venus évangéliser et moi je revenais de l'école, j'étais encore une jeune fille. Et quelle classe comme ça? Bon, les classes ne sont pas les mêmes. Là, chez nous, on peut dire une année avant le bac. D'accord. Voilà. Chez nous, c'est 5e année. Ah d'accord. Ici c'est la première. Première, voilà. Ça. Ils étaient venus évangéliser. Et moi, je revenais de l'école. À chaque 13 heures, on avait une prière qu'on faisait dans le groupe de prières charismatiques. C'est comme ça que ça s'appelait chez nous au Congo. Et on m'a informé qu'il y a un pasteur et puis un évangéliste qui sont passés, qui nous ont invités quelque part pour aller les écouter. Donc, j'étais intéressée parce que moi, j'aimais tout ce qui était de la parole. J'étais active, j'étais intercesseuse dans mon église. Donc, on s'est emmené à cette église-là où le pasteur Dianda était évangéliste. Et c'est le pasteur Cass qui prêchait, qui préparait l'arrivée de frère Franck. Et là, nous sommes en 1986. Okay. Et ils étaient en train de préparer l'arrivée de frère Franck et puis comparer un peu Timothée avec Tite et tout. Ça m'a tellement plu. J'ai dit, ah, mais ce sont de bonnes personnes. Et la personne qui m'avait invité dit, ah non, moi, ça ne m'a pas plu. J'ai dit, mais moi, j'ai aimé. Et c'est comme ça, après, j'ai commencé à aller à l'église. Alors, bon, moi, je ne savais pas comment ça se passait. Quand les frères et sœurs, les anciens, pas les sœurs, les frères surtout, les anciens de l'église m'ont vu venir à l'église, le missionnaire, lui, n'était pas là. Tous les anciens ont dit, ah, la femme du missionnaire Dianda est arrivée. Ah, oui. La femme du missionnaire Dianda. Oui. Est-ce qu'il vous connaissait? Il ne me connaissait pas. Et mais pourquoi déjà on disait la femme du missionnaire Dianda? Je ne sais pas. Là, c'est les témoignages que j'ai appris après. En ce moment-là, moi, je ne savais rien. Et lui, il était à Matadi, à quelques kilomètres de la capitale. Et après, il est venu, et quand il est venu, il était jeune en ce moment-là. Et il y avait beaucoup de jeunes sœurs tout autour. Jeune, hein? Il y avait beaucoup de jeunes filles tout autour de lui qui posaient des questions, qui parlaient. Et moi, je les regardais de loin parce que je venais à peine d'arriver à l'église. Et juste après le culte, je prenais ma route pour rentrer. Et après un moment, j'avais un souci et j'ai expliqué à une sœur de l'église, une jeune sœur comme moi. Et elle m'a dit, ah, nous, quand il y a ce genre de choses, on explique au frère Jean. C'est comme ça qu'on appelait au frère Jean. Et c'est le missionnaire qui... C'est le missionnaire. Okay. Il dit, c'est lui qui nous encadre et tout et tout. J'ai dit, ah, mais est-ce que moi, je saurais lui parler? Parce que quand je le voyais de loin, sincèrement, il ne me plaisait pas. Quand je regardais, j'ai dit, mais c'est quel frère qui est toujours entouré? Ne vous plaisait pas? Comment? Non, je ne sais pas, parce qu'il était tout le temps entouré des filles. Ah d'accord, donc vous n'aimez pas parce qu'il était tout le temps entouré des sœurs. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi j'ai grandi un peu, j'ai fait l'école catholique.
et je voulais devenir religieuse. Donc j'ai grandi un peu très réservée, très réservée. Alors je trouvais leur comportement pas très catholique. Oui. Voilà. Parce que vous étiez à l'église catholique, pas très catholique. Pas très catholique, c'est-à-dire pas... Oui, pas commode, c'était pas... Voilà, je trouvais que c'était bizarre. Je voyais ça. Je trouvais que c'était bizarre. C'est un garçon et puis toutes les filles là. Bon, je venais à peine d'arriver aussi. Je ne comprenais pas la relation d'un pasteur avec ses croyants, d'un évangéliste avec les jeunes sœurs. Donc, je voyais ça selon mes valeurs, mon éducation. À l'église catholique? Non, mon éducation de la maison. Ah, ok. Voilà, mon éducation familiale, si je peux le dire ainsi. Mais après, quand je suis allée, une de mes sœurs de l'église, une jeune sœur m'a conseillé, je suis allée lui parler de ma situation et j'ai vu qu'il connaissait la parole et j'ai compris que c'est pour ça les filles étaient là, parce qu'on était toutes jeunes, on avait besoin de conseils. Et puis, en ce moment-là, c'est vrai, il y avait des mamans à l'église, mais elles étaient un peu éloignées des jeunes filles. Donc, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et puis, après, on a commencé à échanger. Et donc, vous allez vers lui expliquer un problème? Oui, et puis il m'a donné la solution de ce problème-là, selon les Saintes Écritures. Et cette étape finie? Cette étape finie. Maintenant, comment est-ce que ça arrive que vous côtoyez maintenant? Voilà, quand j'ai expliqué le problème et c'était fini, on est resté un peu comme frères et sœurs. Je le voyais venir de Matadi. Il allait souvent à Matadi, dans une autre ville. C'est comme Yamoussoukro. Il allait, il revenait, et quand il revenait, il demandait après moi. Et après un moment, j'ai vu qu'il m'écrivait. En ce moment-là, nous n'avions pas de téléphone. Nous sommes en 1986. Je venais à peine d'arriver. Il n'y avait pas de téléphone. On s'écrivait par la poste. D'accord. Donc, il y avait le numéro postal de l'église. Et souvent, c'est le diacre qui me remettait des lettres du missionnaire. Et il me remettait, il dit, de la part de Frère Dianda. Je lisais, il m'exhortait, il n'y avait rien de tel. Bon, j'étais une jeune fille. C'est ça. Et nous, les femmes, nous sommes très sensibles à ce genre de choses. Donc, comme on l'a dit ici, je le voyais venir. C'est ça. Donc, je me suis dit intérieurement, si c'est pour affaire de mariage, moi je ne peux pas me marier à une telle personne. Donc, c'est comme ça que je parlais en moi-même. Oui. Et je n'ai dit à personne. Donc, c'est en échangeant plusieurs fois et j'ai commencé à voir que non, c'était une bonne personne qui m'exhortait. Et comme j'étais aussi une jeune croyante, quand j'avais des questions bibliques, je lui posais et puis il me répondait. Donc, j'étais un peu épatée par ça. Je me suis dit, celui-là, il a toujours la réponse, une réponse biblique à donner. Donc, c'est une bonne personne. Et c'est ainsi que, après, il est revenu, il était parti, il est venu à Kinshasa, il est revenu et il m'a dit, j'aurai un entretien avec toi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème parce qu'on s'échangeait déjà, on parlait et tout. Et là, c'est, je crois, 10 mois ou 11 mois plus tard. Et je lui ai dit, ok, on peut aller chez nous à la maison. Et nous sommes allés, je vivais chez ma soeur, ma grande soeur. Nous sommes allés jusqu'à la maison et puis c'est là où il m'a parlé du mariage. Ah, il vous a parlé directement du mariage? Oui, oui. Et qu'est-ce qu'il a dit comme ça? Non, il dit, après plusieurs réflexions, après plusieurs échanges, en tout cas, je suis venue demander ta main. C'est comme ça que nous, ça se passait. En ce moment-là, il dit, je suis venue demander ta main après plusieurs échanges. Je vois que, voilà, ça, je n'ai jamais oublié. Il dit, tu es le profil que je cherchais, le profil de femme que je cherchais. Et puis, je lui ai dit, ok, il faut me laisser le temps pour la prière. Donc, j'ai prié. Et puis, après quelques temps, non, j'ai prié et puis j'en ai parlé à ma grande sœur. Je lui ai dit, voilà, ce frère que tu avais vu ces jours-là à la maison ici, il a demandé ma main et tout. Il dit, c'est à toi de réfléchir et de voir, ça se passe dans votre église, moi je ne sais pas comment.
ça se passe chez vous là-bas, mais moi je trouve que tu es encore jeune. Là, je faisais déjà mon stage, je venais de finir et je faisais mon stage. Donc, elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème, tu vas gérer avec les parents. Mais c'était un peu compliqué du côté de mon papa parce que j'étais très intelligente à l'école. Il tenait à ce que je fasse l'université. Et là, je venais de finir, on peut dire, l'équivalent de bac ici. Juste ça. Et c'était compliqué parce que papa tenait à ce que je fasse l'université. Mais comme il n'était pas dans la ville, je devrais lui écrire. Et j'ai pris mon temps à lui écrire presque un journal, je me rappelle bien, pour lui expliquer que non, je ne veux pas faire comme toutes les autres jeunes filles. D'ailleurs, beaucoup de mes camarades, on les a enceintés et tout. Moi, je veux vivre une vie pieuse et je vais me marier étant pieuse et tout. J'ai expliqué à mon papa qu'il n'a trouvé aucune opposition. Et c'est comme ça qu'on est passé à l'étape suivante. À l'étape suivante de la dot et puis du mariage. Et là, je venais à peine d'avoir mes 19 ans. Vous avez rejoint votre mari? Bon, là, moi, j'étais à Kinshasa. Lui, il était à Matadi. Et finalement, après le mariage, on a fait, je crois, on était dans la maison du pasteur Cass. Et de là, nous sommes allés à Matadi. Est-ce qu'il y a une expérience, je pourrais dire douloureuse, que vous avez envie de nous raconter? Quelque chose, une épreuve que vous avez vécue et que vous avez envie de partager avec nous? Une épreuve douloureuse dans le foyer, oui. Quand nous sommes partis, ça c'est entre parenthèses, d'abord à Matadi. Mon mari, c'était un jeune évangéliste. C'était pas facile. Quand j'ai sauté une étape, je devrais le présenter à ma famille. C'est ça. J'ai même voulu vous poser la question, voilà. Savoir si vous l'avez présenté à votre famille. Je devrais le présenter à ma famille avant la dot. Et nous sommes allés voir mon oncle paternel, le grand frère à mon papa. Et il m'a posé la question, ton mari fait quoi? J'ai dit, il est évangéliste. Parce qu'en ce moment-là, il n'était qu'un évangéliste. Parce que le missionnaire a repris ses études. Après, on était déjà mariés. Parce qu'en ce temps-là, on disait, avec le message, le Seigneur revient. Il y a beaucoup qui ont arrêté les études et tout. On pensait que le Seigneur revenait dans quelques jours. Alors, j'ai dit, il est évangéliste. Et mon oncle a dit, mais attends, évangéliste, c'est-à-dire, il va te nourrir comment? Vous allez mettre la Bible dans la casserole pour manger ou bien vous allez faire comment? J'ai dit, le Seigneur pourvoira. C'est comme ça que je lui ai répondu. Et puis, on m'a laissé, bon, moi-même, je voulais et on ne m'a pas compliqué. Et arrivé à Matadi, je ne lui avais jamais posé la question de savoir, il vivait où? Est-ce qu'il avait une maison? C'était comment? Je n'avais pas posé cette question-là. Nous sommes arrivés à Matadi, c'était chez son tuteur, je peux dire comme ça, c'est lui qui l'avait reçu à Matadi. Et lui-même, il n'était pas là, on l'avait muté ailleurs, et c'est dans sa maison que nous étions avec sa femme. Et finalement, le Seigneur a pourvu, on a eu notre première maison, et nous sommes partis. Donc c'est comme ça que la vie a commencé. Okay. Les épreuves douloureuses, c'est mes 4 ans passés en Chine, loin de ma famille. Le missionnaire est arrivé en Côte d'Ivoire en 2005. Nous sommes venus le rejoindre en 2006. Et là, j'avais déjà tous mes enfants, les 6 enfants, et avec un fils adoptif qui était avec nous. Et quelques mois plus tard, il y a eu les neveux du missionnaire qui est arrivé. Et nous étions au nombre de 10 à la maison. Et l'assemblée était jeune, on était à Marcory. C'était vraiment une jeune assemblée. Alors, avec les enfants, plus les enfants grandissent, plus les besoins deviennent... ça grandit. Ça a grandi, voilà. Et moi, d'habitude, j'ai toujours été, je me dis toujours, depuis
toute jeune, je me disais, moi, je serai toujours la femme de Proverbe 31. Et l'écriture qui me passionnait beaucoup, c'est quand on parlait de cette femme-là qui ramenait son pain de loin, qui faisait ça, qui nourrissait sa maison. J'ai toujours aimé Proverbe 31 en tout cas. Et depuis le Congo, je ne travaillais pas, mais je faisais du commerce. Tout sauf rien. Je faisais tout ce que je pouvais, à part la drogue bien sûr. Tout ce que je pouvais vendre honnêtement, je les faisais pour compléter le missionnaire. Parce que comme vous le savez, servir le Seigneur, c'est pas une tâche facile. Ouais. Et là, au pays, il servait à temps plein. C'est-à-dire, il n'avait pas un travail à côté et il y avait des enfants. Donc, je faisais les petits commerces et tout. Et quand je suis arrivée ici avec une famille de 10 enfants, de 10 personnes, c'était pas facile. Donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas reprendre mes commerces? Et je suis allée au Congo et on m'a parlé d'une opportunité en Chine où on vendait les objets d'art. Et je me suis dit, ah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que là, au Congo, je vendais les habits, les boubous d'ici que j'ai envoyés là-bas, je donnais et puis à crédit, après 2-3 semaines, on me paye et je reviens ici en Côte d'Ivoire. Alors je me suis dit, mais les objets d'art là, ça m'intéresse. Et il y a un frère congolais qui m'a dit, ah, tu peux prendre aussi les objets d'art en ivoire. Ça marche en Chine et tout. Et là, c'est un autre, je peux dire, c'est entre parenthèses. Et à partir de ce moment-là, à partir de mon expérience de la Chine, au retour, je n'étais plus la même personne. Je me suis beaucoup cultivée parce que, comme on l'a dit, l'ignorance tue. Si j'étais bien cultivée en ce moment-là, et si je savais que dans le monde entier, tout ce qui provient de l'ivoire est condamnable, je ne sais pas s'il y a des pays qui autorisent, mais en Chine, c'est presque un blasphème. Tu ne peux pas rentrer avec. Et c'est ça qui m'a coûté 4 ans ou de procès en procès, comment j'ai eu ça et tout et tout. Mais là aussi, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai travaillé dans une entreprise électronique. J'ai fait 4 ans. En Chine? Oui, en Chine. J'ai eu à travailler là-bas. J'ai fait 4 ans là-bas, loin de mon mari, loin de mes enfants. C'était pas facile. C'était pas facile. Et donc, là, on parlait de la vente d'ivoire. Je veux savoir un peu. Vous arrivez en Chine? J'arrive. Pour votre commerce? J'arrive. Là, je suis sur les réseaux, mais j'en voulais quand même je peux dire, à l'immigration de notre pays. Parce que avant de partir, j'ai fait toutes les démarches. Je suis allée chercher des papiers qui me couvraient, que je partais avec les objets d'art. Arrivé à l'aéroport, heureusement, j'étais avec une sœur, elle me suivra peut-être, qui m'a accompagnée. On m'a fait payer pour ça. Et j'ai posé même la question. Je voulais vraiment me rassurer. J'ai posé la question de savoir, est-ce qu'il n'y aura pas de complications là-bas en Chine? Est-ce que je n'aurais pas quelque chose à payer? Parce que j'avais vu qu'ils m'avaient pris beaucoup. Comme ils savaient que c'était des objets d'art en ivoire, ils avaient déjà pris presque tout l'argent que j'avais à main. Et j'avais une correspondance parce que là où j'avais pris le billet, on m'avait conseillé des personnes, on les appelle les guides, qui m'attendaient à l'aéroport. Donc je me suis dit, si je n'ai pas assez d'argent, peut-être là-bas il faut payer la douane et tout. On m'a rassurée comme ça, pour dire que non, là-bas il n'y aura pas de problème et tout. Ignorante que j'étais, j'ai accepté. Et j'ai voyagé, j'ai payé ce que je devrais payer. Et bizarrement, on ne m'avait pas remis le reçu aussi. Bon, je suis partie comme ça. Et arrivée en Chine, à la descente, où on fait passer nos bagages, j'ai mis ma valise et puis on regarde. Avec le scan, on dit, ah, mais tu as des objets. Là, c'était l'anglais et
il n'y avait pas de français, et le chinois. Et c'est lui qui m'interrogeait même, il ne savait pas parler l'anglais, c'était le chinois. Il a fait comme ça. Pour me montrer que j'ai compris directement qu'il me parlait des objets d'art que j'avais. C'était des bracelets et des petites statuettes et tout. J'ai dit oui, j'ai accepté. Et puis j'ai vu qu'il a pris mon passeport. Il dit, toi, tu dois attendre là-bas. Donc j'avais compris que c'était compliqué. Et après, c'était des lettres. On m'envoie des lettres de procès aujourd'hui, demain et tout. Et puis c'est ce qui m'a coûté les 4 ans que j'avais fait en Chine. Et finalement, je ne pouvais pas gagner le procès parce que c'était des objets interdits, illégaux, comme on les appelle, et ils ont tout pris. Ils ont tout pris et c'était beaucoup d'argent. En ce moment-là, ça faisait la valeur, je crois, bon, pas trop, mais ça faisait 25 000 $. 25 000 $, c'est dans les 13 millions de francs CFA. Et c'est comme ça que j'ai perdu et je suis restée. Quand le procès est fini, il fallait maintenant que je rentre. Je rentrais main vide. Et pendant les 4 ans, c'était très compliqué. Je travaillais, il n'y avait pas assez d'argent qui pouvait subvenir à mes besoins. Les missionnaires, le frère Zorobabel, étaient obligés de m'envoyer de l'argent là-bas et tout. Et dans tout ça, c'est l'absence de mes enfants. Parce que le missionnaire, il est missionnaire comme le mot l'indique. Il n'a jamais été à la maison pendant tout ce temps-là. Et quand je partais, ma dernière avait 10 ans et Divine, l'avant-dernière, elle avait, je crois, 16 ans. Non, 17 ans. Elle avait 17 ans. Et Jubilé avait 19 ans. Et c'est moi-même qui savais comment inscrire les enfants à l'école, comment préparer la rentrée. Ça, c'est pendant que vous étiez ici ou bien étant en Chine? Depuis toujours. Voilà, parce que le missionnaire est toujours parti. Donc, c'est moi seul qui reste avec les enfants. C'est moi seul qui sait que actuellement, c'est la rentrée. Je dois déjà commencer à préparer pour les enfants, chercher des écoles et tout. Donc, et là, je pensais à tout ça. Je me dis, mais ça va se passer comment? Lui, il ne sait pas comment s'y prendre. C'est moi qui faisais tout. Même les habits des enfants, les habillés et tout à la maison. Lui, il donnait l'argent, mais c'est moi qui m'occupais du reste. Maintenant, ça va se passer comment? Donc, je priais et puis je me suis dit, de toutes les façons, c'est la base qui compte. Si déjà les enfants ont de bonnes valeurs, dès le bas âge, je pense que ce sont ces valeurs-là, avec la parole du Seigneur, qui vont les garder et les protéger. Et c'est là où je puisais ma force. Et depuis la Chine, comment est-ce que vous gériez donc, la famille? Il arrivait que je parle avec les enfants au téléphone, mais souvent c'était avec leur papa. Parce que souvent, je ne supportais pas d'entendre les enfants, maman, tout ça là. C'était vraiment difficile. Et donc, vous faites 4 ans en Chine. Oui. Puis vous rentrez au pays. Quand vous arrivez, les enfants ont quel âge? Plus 4. Celle qui avait 10 ans avait 14 ans, celle qui avait 16 ans avait 20 ans, et celui qui avait, parce que les 3 autres sont déjà mariés, étaient déjà mariés. Les 3 étaient déjà mariés avant que vous partiez en Chine? Oui, avant que je ne parte. D'accord. Et quand vous êtes arrivé, au niveau des enfants qui étaient là encore, en famille avec vous, est-ce que vous avez senti que les 4 ans ont créé un changement dans leur manière de fonctionner? Oui, beaucoup. Beaucoup. Et comment ça se matérialisait alors? Là, il fallait vraiment jouer sur la sagesse parce que d'un côté, il ne fallait pas les brutaliser, de peur de les perdre. Pourquoi? Parce que je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qu'ils avaient eu à subir. Pas à subir physiquement, mais moralement l'absence de maman, et tout. Et de l'autre côté, il fallait que je m'impose pour
garder les bonnes valeurs, les valeurs chrétiennes. Et qu'est-ce que vous remarquiez? Et donc, quand je vais prendre par exemple du garçon, vous avez inculqué à cet enfant une éducation avant de partir, vous revenez 4 ans plus tard, de manière... Le dérapage, je remarquais beaucoup de dérapages, conformément à la parole, pas... Oui, oui. Les études, pas de problème, mais conformément à la parole. Pas à la parole, mais conformément à l'éducation que je voulais pour eux. Oui, à cette éducation que je voulais pour eux. Parce que pour moi, il n'y a pas meilleure éducation que dans la parole de Dieu. Et par rapport à cette éducation-là, j'ai remarqué des failles. Et c'était devenu compliqué parce que avant, il n'y avait pas... papa est là, papa prêche, et puis il arrive à la maison. Chez nous, il y a toujours eu la prière matinale. Le matin, on donne des conseils, on parle aux enfants, mais la maman fait le suivi. Et voilà, il y a la base, mais la maman fait le suivi. Et cette maman n'y était. Il n'était pas là. Voilà. Donc ce suivi n'a pas pu avoir lieu. Donc il y a eu pas mal de choses. Et comment est-ce que vous avez rattrapé tout cela? Je l'ai rattrapé finalement avec des conseils, en parlant aux enfants. Mais ils avaient ils ont gardé le socle de la parole. Quand j'ai dit dérapage, ce n'est pas dans le vrai sens du mot, c'est surtout pour les filles. J'ai remarqué des accoutrements. Vous voyez, notre manière de nous habiller du message, c'est un peu différent. Des accoutrements qui étaient normaux pour leur âge, mais pas conformes à la parole. Pour les garçons aussi qui ne sortaient pas, il y avait des amis du monde et tout ça. Bon, voilà ce que j'appelle dérapage. Et dans ce contexte-là, vous accusiez un peu votre mari? Ou bien comment est-ce que vous avez pris les choses? Je ne pouvais pas l'accuser parce que moi, je me dis toujours... C'est vrai, l'éducation, c'est papa et maman, mais la plus grande partie, c'est la maman. J'avais plutôt un sentiment de culpabilité, et voilà, envers moi-même. Et c'est ce qui je peux dire, ça m'a fait mal et ça m'a relevé aussi. Je me disais, rien n'est perdu. Mais que vous culpabilisiez, pourquoi? Moi, je comprends pas. Parce que je me disais... Mais est-ce que c'était important d'aller jusqu'en Chine? Et voilà. Pour autant, vous partiez en Chine pour le bien-être de la famille. Exactement. Voilà, donc je ne sais pas pourquoi vous... Oui. C'est vrai que ça n'a pas marché, mais je pense que... Ça n'a pas marché. Je me suis dit, bon, si j'étais là, je serais tout le temps avec les enfants. Et puis, la petite avait 10 ans. Elle a fait 4 ans sans moi. Maintenant, parce que moi, je suis... Je suis une maman poule, ça vraiment, je suis une mère poule. Et je me disais, bon, sur les accoutrements et autres, je me suis dit, bon, elle a pris goût parce que maman n'était pas là. Maintenant, c'est devenu difficile. Mais il n'y avait pas quelque chose d'alarmant, hein. Mais ce sont ces petits... Est-ce que le fait que vous soyez parti pour un bon moment, vous n'avez pas, à votre retour, vous n'avez pas vu des points positifs aussi? Beaucoup. Elles ont bien étudié, par exemple. Être femme de pasteur, est-ce que c'est facile? C'est pas facile du tout. C'est pas facile et c'est facile. Je m'explique. C'est à la base, on doit être croyante soi-même et ne pas être croyante parce que mon mari est pasteur. Voilà. Là, c'est... Je me dis, si on ne comprend pas d'abord soi-même, qu'est-ce que le Seigneur nous demande en tant que femme du pasteur, en tant que croyante avant d'être femme du pasteur? Parce que moi, j'ai été croyante avant d'être femme du pasteur. Donc, c'est ça qui fait que je n'ai pas vraiment de difficultés. Je crois en la parole et je sais que la vie d'un pasteur, voilà comment ça se passe. Je voyais les autres pasteurs aussi et j'ai été déjà très jeune, presque avec toute la naïveté de la jeunesse. J'étais déjà épouse
du pasteur. Donc, je trouvais que cette vie-là était une vie normale. Mon mari est toujours parti, je suis là avec les enfants, je garde les enfants. Quand il vient, peut-être qu'il ne va pas durer à la maison, il est encore dehors. Et ça a développé en moi un caractère. Et donc, à quoi une femme de pasteur doit s'attendre? Une femme de pasteur est comme toutes les autres femmes, je pense. Sauf qu'il y a beaucoup d'obligations. Les pasteurs ont une grande et lourde charge. Donc, la femme du pasteur doit avoir un grand cœur, premièrement. Doit avoir un grand cœur parce que les croyants sont comme nos enfants à la maison. Accueillir tout le monde. Accueillir tout le monde. Tendre la main à ceux qui sont dans le besoin. Les écouter aussi. Les aimer tout simplement. Parce que si on les aime, on ne verra pas que c'est une corvée. Parce que nous, il nous arrivait, moi il m'est arrivé, monsieur, de me réveiller la nuit à 2 heures du matin parce qu'il y a des gens qui sont venus. Je dois préparer les foufous. Les foufous chez nous, c'est kabato. Ah, sinon, moi j'aime bien le foufou. Hein. Voilà. Mais chez vous, c'est le kabato. Voilà. D'accord. Donc, je dois faire le kabato la nuit, là. Tu es obligé de te réveiller. Premièrement, au début, c'était difficile, mais après, je m'étais adaptée jusqu'à ces jours. Oh. Jusqu'à ces jours. Et en tant que femme de pasteur, quel conseil est-ce qu'on peut donner à d'autres femmes de pasteurs? Parce que vous avez 38 ans de mariage, c'est ça? Oui, oui. Et d'autres femmes de pasteurs, pour que le pasteur soit efficace dans son ministère? Premièrement, la prière. Moi, le socle de ma vie, c'est la prière. Beaucoup de femmes de pasteurs oublient que la prière règle tout. Pas seulement les femmes de pasteurs, toutes les femmes. Parce que moi, je me dis toujours, une femme n'a pas un chez soi. Je m'explique. Tu quittes l'autorité des parents, tu viens sous l'autorité de ton homme. Et ce n'est pas une corvée. Il y a je vois souvent, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je fais mes recherches. En passant, je gère les enfants, les étudiants, les élèves et étudiants. J'ai une cité universitaire à Yamoussoukro et je vois comment les filles sont sur les réseaux et tout. Moi, je me dis toujours qu'une femme n'a pas un chez soi. Tu quittes l'autorité des parents, tu rentres sous l'autorité de ton mari. Et là aussi, ce n'est pas une corvée. Parce qu'on voit la soumission de la femme, mais on oublie que l'homme aussi a une soumission envers Christ, le Seigneur lui-même. Pour lui-même, je me dis toujours, pour l'homme, c'est plus compliqué. Nous, au moins, en tant que femme, on peut négocier avec un homme. On peut négocier, on peut chercher des astuces pour plaire à son homme. Mais l'homme, lui, son chef, c'est le Christ lui-même. Donc, s'il y a des hommes méchants, parce qu'il y en a, il existe des hommes méchants, on les remet entre les mains du Seigneur. Et il sait bien le faire. Il sait bien s'en occuper. Et il s'en occupera. Donc moi, ma force, c'est dans mes genoux, je prie, et puis dans la parole. Je dis toujours à mes enfants, je n'ai pas de puissance contre la parole, contre la vérité, je n'en ai que pour la vérité. Donc, si les principes bibliques sont là, ils ne sont pas là seulement pour les croyants, ils sont aussi pour la femme du pasteur. Donc, pour moi, s'il faut résumer en un seul mot, c'est la prière premièrement, et aussi l'hospitalité et l'éducation des enfants. Parce qu'il n'y a pas meilleur héritage qu'on peut laisser à un enfant si ce n'est l'éducation. Et l'éducation commence par la maison. Là, je peux le dire facilement, comme on le dit en anglais, il y a home education, l'éducation de la maison, il y a school education, l'éducation que les enfants reçoivent quand ils vont à l'école. Oui. Et puis, finalement, l'éducation spirituelle qu'on reçoit à l'église. Donc, si seulement si une femme garde ces 3 choses, ou la femme du pasteur garde ces 3 choses, elle pourra facilement
accompagner son mari dans le ministère, premièrement en priant pour lui et en le soutenant, en l'aidant à avoir la paix. Les hommes ne supportent pas, vous êtes un homme, Oui, les hommes ne supportent pas, bien, voilà, à avoir la paix. Voilà, les hommes ne supportent pas les querelles. Voilà, où il n'y a pas la paix, c'est très compliqué parce que ça ne permet pas au pasteur ou à l'homme de Dieu de méditer. Il est déjà surchargé avec les appels des croyants, avec le poids de l'église et tout. Et si à côté, il n'y a pas une personne qui peut l'accompagner, qui peut le soutenir dans la prière, ça sera compliqué. Moi, je veux aussi profiter. Il faut savoir, donc, quel a été votre secret, 38 ans? Mon secret, le grand secret, c'est la communication. Le grand secret, c'est la communication. Savoir comment parler, comment communiquer, comment partager ce que tu ressens. Parce que tout n'est pas rose. Tu peux avoir un problème. Et moi, par la grâce de Dieu, je parle de moi, par la grâce de Dieu, je n'ai jamais passé une nuit, 38 ans de mariage, sans parler à mon mari, soit disant que je suis fâchée. Jamais. Cela n'est jamais arrivé. 38 ans de mariage. Et donc, quand il vous arrive quand même de vous fâcher. Oui. Et quand ça arrivait, comment est-ce que vous faisiez? Avant la prière du soir, je dois lui parler. Parce que c'est parce que vous vous êtes donné ce principe-là. Oui. Mais vous-même, comment vous arrivez à le faire? Parce que moi, je veux que les téléspectateurs qui nous suivent, les femmes qui nous suivent, sachent comment s'y prendre. Parce qu'il arrive souvent qu'on ne sache pas comment faire pour donc adresser la parole à son mari quand on est fâché. Ah, ok. Quand on est fâché, d'abord, on ne parle pas, on prend sur soi. Nous, on nous disait, quand tu vois ton mari se fâcher, il faut prendre un verre d'eau, tu mets dans ta bouche, tu n'avales pas. Il va parler, il va finir, la colère va descendre, et puis tu peux aller maintenant vers lui pour lui parler. Ça, c'est le plus grand secret. Ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un pouvoir, c'est une puissance. Parce qu'au moment où il est fâché, quand tu vas lui parler, ça va davantage l'énerver. Laisse-le se fâcher. Après, tu viens le trouver, tu vas lui dire ce qu'il y a dans ton cœur et il sera plus calme pour t'écouter. Okay. Et moi, je pense que c'est ça vraiment la solution. Et ça ne trompe pas, ça marche. Ça marche. Et donc, je veux savoir, pendant 38 ans, ce qui peut faire peur, c'est la monotonie. Comment est-ce que vous avez réussi à... Bon, je suis en train de prendre un peu le pas. Je pense que vous avez réussi avec la monotonie si vous avez été là pendant 38 ans. Mais comment est-ce qu'on fait pour ne pas que 38 ans soient monotones? Comme je viens de le dire, c'est la communication. Et là, je dirais avoir des intérêts communs. L'homme aime qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Là, je parle de femmes en tant que femme. L'homme aime qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Il y a des femmes, j'ai reçu beaucoup de jeunes filles, n'étant pas encore dans le foyer, déjà dans les fiançailles, qui me disent « Ah, maman, moi, je n'arrive pas à parler avec mon fiancé. Si je lui pose une question, comment ça va, ça a été au travail, et puis c'est fini. » Je dis non. Quand tu parles avec ton homme, tu dois savoir son centre d'intérêt, c'est quoi. Okay. Le missionnaire et moi, comme ça, son centre d'intérêt, le secret, c'est la parole. Hein. On peut dire, il n'est pas dans le romantisme. Non, il n'est pas dedans. Okay. Il n'est pas là-bas. Donc, son centre d'intérêt, c'est la parole. Mais on rit beaucoup, on cause beaucoup. Mais je sais que si je veux vraiment le rendre à l'aise, c'est de demander comment ça a été en mission où tu es parti. Comment on a fait 2 ou 3 jours, on ne parlait que de l'émission Parlons franchement. Et là, tu vois que la personne est à l'aise parce que c'est ça qui est son travail. Il y a des femmes qui ne s'intéressent pas à ce que l'homme fait. Il est là, elle est là plutôt, elle prépare et c'est fini. Quand l'homme vient, on sert à manger. C'est ça qu'on appelle monotonie. On sert à manger et puis elle s'assoit, elle regarde la télé. Elle ne sait pas le projet de l'homme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme projet? Qu'est-ce qu'il pense faire dans
les 2 années suivantes, quand est-ce qu'il faut présenter les besoins des enfants. Il y a des femmes, l'homme est venu déjà fatigué, il franchit juste le seuil de la porte, on l'attend avec un problème de loyer, un problème. Tout ça là, ça envoie des tensions. Donc savoir quand parler pour que ça ne soit pas monotone et aussi chercher des sujets édifiants, des sujets constructifs qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Et pour les femmes qui trouvent que leurs hommes ne cherchent pas à savoir, elles aussi, leur centre d'intérêt, comment une femme peut faire en sorte que son homme cherche à savoir le centre d'intérêt de sa femme? Bon, là, moi étant une femme, je dirais, nous-mêmes les femmes là, nous pouvons créer notre environnement. Parce que la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison, l'insensé la renverse de ses propres mains. On peut attirer, toujours avec la parole, avec la conversation, on peut attirer un homme à s'intéresser à toi. Ce que les hommes détestent souvent aussi, c'est l'impolitesse. C'est l'impolitesse. Avec respect, avec courtoisie. Moi, je pense que si l'homme n'est pas narcissique, en tout cas, il n'y aura pas de problème. À moins que l'homme ait un autre problème ou bien qu'il soit foncièrement méchant. Mais un homme normal, quand une femme se plaint de ton comportement, par amour pour la femme, tu chercheras à changer quand même. Moi, je pense bien. Et donc, avec les enfants, cette communication-là, comment vous la menez avec vos enfants? Ah non, moi je parle, que ce soit le missionnaire, que ce soit moi, on parle avec nos enfants un peu, pour ne pas exagérer, mais comme nos amis. On discute beaucoup. Parfois, on va dans des restaurants, on s'assoit, on parle, les enfants s'expriment. Et je pense que ça, là aussi, c'est un point qui nous relie vraiment avec les enfants. Mais vous savez, quand les enfants grandissent, chacun cherche à prendre son chemin. Ils trouvent que non, nous ne sommes plus des bébés pour que vous puissiez nous surveiller et tout. Mais on cherche toujours à garder l'harmonie par la grâce de Dieu. Et vous avez dit que vous avez 2 filles qui sont déjà mariées. 3 filles déjà mariées. Avec ces enfants-là, parce que nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là, donc on a besoin de savoir comment ça se passe. Comment vous faites pour que vous puissiez encore continuer à leur donner des conseils? C'est pas facile. Je dirais que c'est pas facile, mais on fait un effort pour que ça soit comme des amis. Comme si on parlait à une amie femme comme moi. Voilà. Et on leur laisse le choix de prendre ou de laisser. Mais parfois, en tant que maman, surtout moi, je m'impose. En tant que maman, je dis, ça, que tu montes, que tu descendes, personne ne te donnera raison. Voilà la ligne de conduite à suivre. Mais c'est à toi, c'est à prendre ou à laisser. Et ce qui veut dire qu'il leur arrive souvent de vous revenir sur certains problèmes qu'elles ont dans leur foyer? Non, pas vraiment. Pas vraiment, mais il m'arrive d'en parler. De leur parler de la vie réelle. Et aujourd'hui, vous qui vouliez toujours apporter l'équilibre dans la famille en faisant du commerce, tout et tout, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? J'œuvre dans le domaine de l'éducation. Je reçois les enfants qui n'ont pas de tuteurs à Yamoussoukro, mais qui sont orientés dans la vie de Yamoussoukro. Nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil pour nous qui sommes encore des jeunes couples et qui aimerions un jour aussi parler de 38 ans de mariage? Ok. Aux hommes, je leur demanderai d'être transparents envers leur femme. La femme, ce n'est pas ton ennemi. La femme, c'est une partenaire. La femme, c'est un soutien. La femme, c'est le socle même de la maison. Et quand l'homme, à moins que, maintenant je parlerai de la femme, à moins que la femme soit malade, mais quand l'homme est gentil envers sa femme, et quand la parole de Dieu est le centre de votre vie, moi je pense que tout va aller comme sur des roulettes et le succès sera très grand. Parce que nous, on a mis au centre de notre vie la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, chez nous, c'est la prière matinale. Depuis que les enfants étaient petits,
C'est quand ils ont grandi que chacun a commencé à prendre sa route. Mais quand ils étaient petits, comme votre cas, c'est d'abord avec la prière, avec les conseils, avec la parole du Seigneur. Moi, je pense qu'il y aura des foyers solides. Du côté de la femme aussi, l'homme n'est pas, comment dirais-je, quel terme je voulais... Ton adversaire ou bien? Voilà, c'est ça. L'homme n'est pas un adversaire. Parce que le mariage, si je peux le résumer en un mot, c'est l'engagement. C'est comme le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Le mariage aussi, c'est un engagement. Et quand on prend cet engagement-là, il y a des périodes sombres. On peut avoir des périodes sombres où la femme peut se sentir peut-être mal au point, où l'amour peut même pour certaines personnes. J'ai reçu des sœurs qui ont dit que l'amour pour mon mari a diminué. Ça peut arriver, mais on ne peut pas oublier que c'est un engagement qui demande à ce qu'on soit vraiment très forte pour supporter tous les traits du mariage et avancer main dans la main, dans l'harmonie, dans la paix et dans la joie. Donc l'homme est transparent envers sa femme, il a de l'amour envers sa femme et la femme aussi a de la soumission, du respect envers le mari. Et moi je pense qu'on peut faire autant d'années sans problème par la grâce du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup Madame Dianda. On a passé vraiment un très bon moment avec vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons reçu Madame Dianda Rachel, avec qui Harmonie Familiale a été une véritable masterclass. Nous vous invitons, comme je l'ai dit au début de l'émission, à donc liker cette émission, à la partager et n'oubliez pas surtout de vous abonner. Harmonie Familiale pour aujourd'hui c'est terminé. Nous nous retrouvons donc le samedi prochain encore pour un